Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Faites-nous une petite faveur, allez-y vous abonner s'il vous plaît à notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. On est sur toutes les plateformes audio. Tel que promis, Salim, on a un deuxième épisode cette semaine. C'est un épisode spécial. Et souvent, on fait ça, des petits cadeaux à notre auditoire. Et quand on fait ça, c'est parce qu'on a des invités spéciaux, intéressants. Donc, on est content de pouvoir offrir un autre épisode cette semaine. Effectivement, un épisode supplémentaire cette semaine. Puis on est très, très, très heureux de recevoir un nouvel invité. On en a eu plusieurs à date. Et il s'agit d'un invité que, alors, figure-toi, George, on le connaissait bien évidemment parce qu'il y a une certaine notoriété, mais que je ne connaissais pas personnellement, mais pour lequel j'avais toujours eu beaucoup de sympathie. J'avais essayé déjà de l'avoir il y a plusieurs mois et sur le podcast. Il était ouvert, mais ça n'a juste pas donné. Et là, récemment, il était un peu plus dans les médias. Et on l'a recontacté. Il a pris un peu le temps. Et puis, bon, finalement, on a trouvé une date. Il est bien gentil. Et je suis très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui Yuri Chassin, qui est député de Saint-Jérôme. Bonjour Yuri. Bonjour, vous travaillez fort. 2 podcasts cette semaine. C'est super. On a fait une promesse, donc on n'a pas pu... il faut si on promet quelque chose, il faut livrer. C'est ça. Comment ça va? Merci premièrement d'avoir pris le temps, puis je suis content. Et je suis content aussi, Salim, que on a eu... est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui. OK. Qu'on a eu Yuri maintenant et pas à l'époque où tu voulais l'avoir, parce que comme tu as dit, il y a des choses intéressantes qui se sont passées les dernières semaines. Puis, nous, comme des geeks un peu de la politique, il y a les points d'interrogation, puis on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est soudain, hein, comme moment dans l'actualité. C'est un peu comme un pavé dans la mare, mais en même temps, c'est pas si soudain comme réflexion. Puis, c'est sûr que ça mûrit, puis à la limite, on a parfois l'impression que quelqu'un qui sort de son parti, c'est parce qu'il y a une ligne rouge qui a été franchie ou quelque chose comme ça peut arriver. Moi, c'est pas mon cas. C'est vraiment une espèce de cheminement, lente accumulation de petits pincements au cœur, de petits renoncements, de petits moments où on se dit « Ah, on aurait tellement pu aller plus loin dans un parti. » Puis je pense que ça origine de là un petit peu la réflexion, mais dans un parti qui était le parti du changement, pas juste pour remplacer le parti précédent au gouvernement, mais pour faire aussi ce changement-là dans la manière de faire la politique, puis dans la relance du Québec. Et c'est là où, peut-être qu'après quelques années au pouvoir, on a moins cette espèce de fougue, mais en même temps, on se retrouve devant une crise des services publics qui, pour moi, est un vrai défi. Et peut-être, contrairement à la pandémie où c'est immédiat, urgent, on tasse tout, on fait que ça, peut-être que la crise des services publics, là aussi, c'est progressif, puis on a l'air presque de s'habituer à ce que nos services publics ne livrent pas les résultats attendus. Alors, le gouvernement a ce défi-là. Moi, je voyais là, qu'on s'éloignait peut-être du parti du changement qu'on était censé incarner. Puis à un moment donné, il y a un moment où ça passe plus. Et ça a été cette décision-là qui a été prise le 12 septembre. Alors, justement, mais avant d'arriver à la décision du 12 septembre, on va juste faire un petit recul, juste un 4-5 minutes là-dessus, puis on revient au 12 septembre, mais Yuri, alors moi je t'ai connu, pas personnellement, mais j'ai découvert Yuri Chassin lorsqu'il était économiste en chef de l'Institut économique de Montréal. Où j'ai passé 7 ans quand même. Donc. C'est ça. J'étais dans les médias, je commentais l'actualité. Absolument. Tout à fait. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pris connaissance de ton existence. Puis, j'avais aussi eu vent, parce que j'étais à l'époque très impliqué politiquement. Je travaillais même dans un gouvernement, là, si on revient en 2011. Et 2011, c'est l'année de la CAQ. La CAQ a connu le jour en 2011, dont tu es un cofondateur.
En quelque sorte. Parmi les Ouais. cofondateurs. On sait comment ça se passe dans les partis politiques. Mais discret, toujours. Non, mais c'est ça, C'est ça. discret. Ah, oui. Oui, non, mais tout à fait. D'ailleurs, la personne qui était avec M. Legault à l'époque, c'était l'homme d'affaires dont Charles Sirois. Charles Sirois avait été moins discret à l'époque, puis devenu beaucoup plus discret par la suite. Mais, enfin bref, passons. Ce que j'essaie de dire là, donc, t'as été parmi les premières personnes qui ont cru à cette troisième voie politique qui allait apporter un changement, comme tu le disais si bien. C'était pas juste un changement pour le changement de gouvernement, mais apporter un changement à l'intérieur du gouvernement et de la société du québécoise d'une manière générale. Exact. C'est ça? Alors, qu'est-ce qui t'a amené à la base à croire en cette troisième voie et pourquoi tu pensais que cette troisième voie était la voie du changement? Alors, c'est sûr qu'il y a un lien, même, je veux dire, personnel, qui existait avec François Legault. Parce que il y a encore plus longtemps, en 99-2000, j'étais dans les mouvements étudiants ou les associations étudiantes. Donc, j'étais à ce moment-là à la FEUQ, la Fédération étudiante universitaire du Québec. Puis, il y avait eu un sommet du Québec et de la jeunesse en l'an 2000. Donc, on préparait tout ça. Le ministre de l'Éducation, c'était François Legault à l'époque. Et on se rappelle que pour atteindre le déficit zéro, il y avait des contraintes budgétaires très sévères. On voulait un réinvestissement, mais particulièrement dans les universités, pour la recherche, l'innovation, la modernisation aussi, la qualité de l'enseignement. En fait, je me rappelle que notre slogan à l'époque, c'était « Des profs, des livres et des ordinateurs ». Ça illustre un peu l'époque, en quelque sorte. Puis, les mouvements jeunesse avaient été, bien entendu, avaient été très revendicateurs aussi. Puis, on avait un ministre de l'Éducation qui avait travaillé avec nous, assez main dans la main, parce qu'il y croyait à l'éducation. Et donc, il le dit encore aujourd'hui, ça a été son plus beau mandat de ministre, alors que lui venait du monde des affaires. Ça a été de s'intéresser à l'éducation, puis à ce potentiel pour toute la société, pour le Québec entier. Et c'est là qu'on s'est connus. Et de fil en aiguille, on a un peu gardé un contact par personne interposée. Alors, c'est sûr que quand on crée une OBNL comme la Coalition pour l'avenir du Québec, puis on dit on va aller rencontrer les gens, puis on fait une démarche de réflexion ensemble, c'est sûr que moi, ça m'interpelle. Et puis notamment parce qu'on place l'éducation comme étant la priorité absolue, celle qui n'est peut-être pas sexy électoralement, mais qui est certainement fondamentale pour toute la société. Et donc, à ce moment-là, moi, je me suis dit, je vais donner le coup de main que je peux. Et surtout quand c'était une OBNL, où est-ce qu'on n'avait pas d'employés, c'était que des bénévoles, ça a été assez rock'n'roll. Puis finalement, on a commencé à embaucher quelques personnes. La deuxième personne, c'était Brigitte Legault, qui aujourd'hui est encore directrice générale du parti. Et puis, donc, évidemment, on est dans une démarche très créative. Puis après ça, on devient un parti. Et puis, il y a l'ADQ qui nous rejoint, il y a des députés. Puis là, c'est vraiment devenu plus partisan, puis c'est correct, parce que c'est ça aussi le véhicule. Et là, comme j'étais à l'Institut économique de Montréal, que je ne faisais pas de partisanerie, il fallait que je me garde une certaine distance. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu discret, mais c'est sûr que j'ai fait la campagne de 2012. C'est bon. Donc, quand même, un rôle important déjà dans la réflexion qui a entouré l'OBNL qui est devenu un parti politique, avec en plus la fusion avec l'ADQ, tu l'as bien mentionné, les premiers députés caquistes. Oui, élection de 2012, puis on parlait d'environ une vingtaine de députés. Élection de 2014 qui a été un peu plus difficile, celle-ci. Mais finalement, 2018... Ben oui. En 7 ans, on se ramasse au pouvoir majoritaire. C'est un exploit. On va se le dire, c'est un exploit. Au Québec, là, partir de zéro, ou au Canada d'ailleurs, pas juste au Québec, mais partir de zéro, monter un parti politique, puis prendre le pouvoir en 7 ans, là, c'est du jamais vu. Là. Mais il faut dire aussi en 8 ans, en fait. Le PQ l'a fait en... Oui, non, mais le PQ, par contre, avait... Mais il y avait des ancêtres aussi. Voilà, exactement, avait des ancêtres. Puis moi, je compterais pas la DQ. Non, mais j'enlèverais rien à la DQ non plus, parce que la DQ avait quand même commencé un certain travail
Puis bon, quand même là, la troisième voie là, d'espace. Non, c'est ça, exactement. Donc, avait un peu défriché la Terre, si on peut l'appeler comme ça. Mais c'est quand même du jamais vu de partir de rien. Là, exact. Moi, c'est bien que tu fasses cette introduction-là parce que moi, je me rappelle, moi aussi, je travaillais à l'époque, puis en 2018, on voyait un peu les équipes se former, puis là, ton nom circule, c'est sûr qu'on te suivait, on savait c'était qui, Yuri Chassin, évidemment. Puis, tu sais, comme stratège, on se disait, bon, ils suivent un peu le chemin de Philippe Couillard avec une équipe économique, puis tout ça. Puis on dit, ben ça a fonctionné pour lui, donc c'est logique, c'est bien. Évidemment, en 2018, on pensait pas qu'on allait perdre, donc on disait, bon, c'est correct, mais après 2018, une fois que l'élection était terminée, ben, tu sais, comme d'habitude, on se met toujours un peu à en parler, les messages, bon, qui tu penses, bon, le conseil de ministres, puis tout ça. Et c'est correct, c'est le premier mandat, on comprend un peu comment ça fonctionne. On te donne quand même de la place. Je pense que tu étais adjoint parlementaire en finance ou en revenu. Alors, à l'enseignement supérieur. Ah, OK. Ouais. Je pensais que tu... Puis après ça, j'ai travaillé en allègement réglementaire avec Pierre Fitzgibbon. OK, c'est ça. OK. Donc, juste pour revenir à ce que tu disais, que à un moment donné, d'une année à l'autre, il y a des choses que tu te poses comme question. Est-ce que c'est le chemin qu'on devrait prendre? Hein? C'était pas comme ça. On parlait d'une chose, puis là, on se dirige vers une autre chose. Tu as mentionné évidemment la COVID, puis tout ça. C'était quoi tes attentes à toi quand tu es rentré? Puis, c'est sûr que ça fait quand même... c'est 6 ans, depuis 2018. C'est beaucoup de temps, mais en politique, ça va vite aussi. Hein? Oui. Mais c'est ça, c'est quoi tes attentes quand tu rentres? Puis le moment où tu commences à réaliser que c'est pas vraiment ce qu'on avait discuté ou c'est pas vraiment ce qui était dans le plan. Reviens un peu à ce moment-là où tu réalises que moi, j'étais ici, puis là, je suis plus là, puis c'est cette époque-là. Écoute, Georges, c'est une excellente question. Parce que un parti politique, c'est une famille, une équipe, puis la politique, ça se fait en équipe. Et quand on rentre dans une équipe, ben, on accepte d'abord qu'on va pouvoir jaser de politique avec plein de gens qui ont plein de parcours et plein d'expériences et plein de compétences distinctes. Puis en même temps, ben, on accepte qu'on ne va pas toujours non plus remporter nos points, puis il y a des batailles qu'on va perdre, puis on va accepter aussi que pour la cohérence de l'équipe, on se rallie. Mm-hmm. Mais il y a des éléments essentiels, puis il y a des éléments accessoires. Alors moi, je me rappelle que, par exemple, le nationalisme économique de François Legault, avec une intervention de l'État pour encourager, par exemple, nos fleurons, garder des sièges sociaux. Hein. On se rappelle qu'il critiquait beaucoup le gouvernement libéral par rapport à la perte des sièges sociaux. Bien, évidemment, moi, comme économiste, puis c'est un peu pour ça que j'étais d'ailleurs connu avant la politique, comme économiste plus à droite économiquement, ou en tout cas très libéral classique, là, d'un État peut-être moins interventionniste, ben, c'est sûr que c'était pas la partie du programme qui était ma meilleure ou ma favorite. Mais j'acceptais d'arriver dans un parti qui défendait ça parce que François Legault, c'était sa tasse de thé, puis c'était convenu un peu comme ça. Alors donc, puis là, en fait, avant même donc 2018, en 2017, quand on s'est rencontrés, ça faisait partie des discussions. Moi, j'acceptais de rentrer dans le rang là-dessus, de ne pas m'y opposer. En même temps, je ne voulais pas nécessairement avoir à défendre le nationalisme économique parce que je n'y croyais pas, mais à tout le moins, c'est un sujet sur lequel j'acceptais de me rallier. Mais il y avait d'autres éléments qui étaient fondamentaux. Alors moi, c'est un peu ça. Hein? J'ai cherché autre chose. C'est sûr qu'il y a tout le temps des rencontres avant de se présenter, où on a des discussions, où on a des conditions, où on voit si le parti est prêt à nous rencontrer dans ces conditions-là, cette négociation-là. Puis, essentiellement, dans toutes les conditions, puis on va se le dire, là, c'est souvent les conversations qui tournent autour de quel poste de ministre vais-je avoir. Mm-hmm. Dans ces discussions-là, sans rentrer dans le détail des conversations privées avec M. Legault, mais d'avoir été chez lui, d'avoir discuté de politique québécoise
pendant 2 heures pour faire le tour de la question, ben c'est sûr que lui devait s'attendre à ce que je lui demande un poste de ministre parce que j'avais une notoriété, puis il n'y avait pas nécessairement de vedette à la CAQ à ce moment-là, autre que les députés qui étaient déjà là, en quelque sorte. Puis j'ai pas demandé de poste de ministre. Je pense que ça l'a surpris, en fait, parce que il a presque dit, bien, évidemment, quand on fera le conseil des ministres, on pensera aussi à toi. Mais moi, c'est pas ça que j'avais demandé. J'avais demandé, est-ce qu'on est sérieux d'en faire les changements qui sont nécessaires pour le Québec? Parce qu'on est dans un modèle où l'État prend tout en charge, où on a tendance même dans le débat public à dire, à interpeller le gouvernement puis à dire, le gouvernement devrait. Est-ce que c'est logique qu'on n'assure pas tel service? Il faudrait X, Y, Z. C'est toujours le gouvernement qui est le moyen ou le vecteur qu'on choisit. Et ça, ben, ça nous mène un peu à notre perte parce que ça a des conséquences. Des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif. Et puis, je pense que dans une perspective plus, je dirais, pragmatique, justement, mais là, il faut définir le terme, si on veut changer le Québec, ben, il faut changer ce modèle, entre guillemets, québécois, qui n'est pas vraiment un modèle dans le sens où personne ne le suit, mais où le tout à l'État, ce réflexe-là, m'apparaît usé à la corde. Et je pense qu'il y a un appétit pour du changement. Et s'il y a un appétit pour du changement, est-ce que c'est ce parti-là qui va l'incarner? Puis moi, c'est ça que j'allais chercher, cette assurance morale qu'on allait vraiment faire les changements, qu'on allait penser à l'avenir. Est-ce que pour toi, justement, de ce que tu parlais, on a toujours cette image-là que, bon, le Québec devrait, puis le gouvernement devrait... Parce que, tu sais, pour les curieux, là, quand on parle de nationalisme économique, est-ce que c'est ça qui était le problème? Est-ce que c'est cette responsabilité de l'État de toujours rentrer et vouloir prendre en charge de toutes ces choses-là qui n'étaient pas compatibles avec toi? Bien, alors, comme je l'acceptais depuis le début, c'était pas ça le problème. Je pense que peut-être que ça procède un peu du même réflexe. Autrement dit, ça part un peu de l'idée que peut-être que l'État peut véritablement encourager certains secteurs de faire naître une filière industrielle. Puis ça se peut, hein? Il y a toutes sortes de théories. Moi, je ne suis pas nécessairement fermé complètement à l'idée que l'État, en intervenant, peut parfois faire des bons coups. La question, c'est est-ce qu'il est bien outillé pour faire des bons coups? En général, c'est un investisseur prudent, puis un investisseur biaisé, l'État. Parce qu'il regarde aussi la valeur politique des projets. Exactement. Pas juste financier. Puis évidemment, quand on arrive à un projet, puis on dit « Ah, mais c'est bon parce que c'est vert, puis ça assure une transition énergétique », c'est sûr qu'on pondère différemment la valeur, par exemple, politique d'avoir un projet écologiste plutôt qu'un projet rentable financièrement. Il faut être conscient de ces biais-là. Donc, si on en est conscient, à la limite, ça peut passer. Mais à coup sûr, d'avoir un État qui est présent dans plein de missions, de ne pas faire de choix quant aux missions qui sont présentes, qui sont en ce moment assumées par l'État, c'est sûr que pour moi, il y a comme une question là qui me fatiguait déjà un peu. Peut-être pour donner l'exemple de l'éducation, parce que c'est la priorité absolue à la CAQ, puis à la limite, c'est ça même l'avenir, hein, dans Coalition Avenir Québec. Je pense qu'il y a une réflexion sur l'équité intergénérationnelle, les outils qu'on donne aux prochaines générations avec l'éducation. Puis là, c'est un slogan libéral dans le temps, mais qui s'instruit, s'enrichit. Ça a marqué l'imaginaire collectif, j'ai l'impression. Moi, je ne suis pas arrivé où je suis de rien. J'ai une mère qui a cru en mon éducation puis qui a investi énormément puis qui a fait des sacrifices pour. Donc, le renoncement, là, évidemment, j'y crois d'autant plus. Est-ce que ça veut dire que c'est juste une priorité budgétaire, l'éducation? Moi, je pense que non. Oui, c'est une priorité. Oui, on va y mettre l'argent, mais on va aussi réfléchir à l'heure actuelle, est-ce qu'on a les bonnes conditions pour favoriser une éducation absolument, comment dirais-je, top. Oui, top, là, mais vraiment, c'est ça d'un autre niveau, là, de vraiment d'être parmi les meilleurs au monde. Il y a certains bons résultats
Je pense qu'on peut aller encore plus loin. Oui. Alors, justement, l'économiste en toi appréciera, mais justement, dans ce cas-là, on peut parler de coût d'opportunité en éducation. Ben, exact. Donc, à quoi on renonce c'est ça. pour favoriser l'éducation? Exactement. C'est en plein ça. Et mais ça, évidemment, c'est en pensant, bien sûr, que l'éducation, c'est un investissement qui va t'apporter bien plus sur le long terme, en termes sociétal. Mais là, alors, on revient un petit peu au niveau politique. Là, je t'écoute parler. Ouais. En passant, ça me parle beaucoup. Moi-même, je me définis comme un libéral classique. Est-ce qu'on peut dire quelque part, puis j'essaye pas d'orienter la question, voyons, ou ta réponse. La question, oui, mais la réponse, c'est ça. Non, mais d'autant plus que moi, je suis pas un intervieweur, donc je le dis un peu comme je le dirais dans un salon. Là. Est-ce que, finalement, tu te serais rendu compte que il y avait un interventionnisme trop important ou à tout le moins qui n'a pas nécessairement beaucoup changé en comparaison avec le Parti libéral du Québec ou même le PQ d'avant, parce qu'on favorisait une économie qu'on dopait à coup de subvention, plutôt que ce que toi tu recherchais, c'est-à-dire de créer des conditions ouais, favorables à une création de richesse. C'est sûr qu'il y a un aspect, puis je vais peut-être raconter une anecdote que je raconte à peu près rarement, mais vu qu'on est dans le salon de Salim... Hein, on est entre nous. Voilà, en autant que ça n'inclut pas des bouteilles de vin. Ah oui, non! Il y a quand même des micros. Exact. Mais, ceci étant, pour moi, c'est révélateur. On était aussi un parti d'entrepreneurs. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Moi, j'admire les entrepreneurs. Je n'en suis pas un. Je suis économiste et je suis un peu intello, mais pas entrepreneur pour 2 cents. C'est pas ma force. Puis, en même temps, j'ai un mari qui est plus entrepreneur que moi. Ça fait que j'admire cet esprit d'entreprise. Puis, alors, qui est péruvien, hein? On a entendu parler il y a un certain temps, durant la pandémie, mais donc, il est venu au Québec. Je l'amène patiner. Puis là, on est à Montréal. Je l'amène patiner au Parc La Fontaine. Il fait froid, mais on a du fun, puis il adore le patin à glace. Fait que il découvre ça, là, c'est sa première fois. Fait que là, moi, je peux lui donner quelques bases théoriques, mais je ne suis pas particulièrement bon. Je n'ai jamais joué au hockey. Mais c'est pas grave, on fait du patin. Puis on rit, puis en même temps, on est tout mouillé parce qu'on tombe tout le temps. Puis finalement, on s'en va, puis on sort de la patinoire, puis il me dit, mais comment ça qu'il n'y a pas quelqu'un qui vend du chocolat chaud? Ouais. C'est évident que tout le monde achèterait du chocolat chaud, que ça coûte 4 piastres, 5 piastres. Les gens achèteraient du chocolat chaud. T'sais. Je suis parti à rire parce que ça m'apparaît évident pourquoi c'est pas possible que quelqu'un se dise hey, sais-tu, je vais me prendre là, une grosse chaudière avec du chocolat chaud, je vais aller en vendre au Parc La Fontaine. T'sais. À part si la personne, c'est une jolie jeune fille à 12 ans qui vend de la limonade l'été puis du chocolat chaud l'hiver peut-être, puis ça passe. Mais sinon, ben une vraie business. Mais là, une vraie business là, qui demande un permis, puis t'es qui, puis est-ce que t'es enregistré, puis les restaurants autour, ils vont dire, ben là, attendez, là, moi aussi, je peux vendre du chocolat chaud, mais moi, il faut que je paye des taxes, pas cette personne-là, puis tout le MAPAC là-dedans. Ben oui, le MAPAC, comment c'est préparé, puis c'est quel lait, puis il faut regarder tout ça. Toutes les règles qu'on s'est données avec un but aussi de préserver une certaine sécurité pour le consommateur. Là. Je veux dire, ça part d'une bonne intention, mais qui tue l'initiative. Ouais. Et c'est ça, pour moi, l'espèce d'éclair de génie de Bernardo qui me dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de chocolat chaud? C'est un petit peu ça. On est tout le temps en train d'empêcher les entrepreneurs. Puis c'est sûr qu'il y a des décisions du gouvernement, par exemple, sur les ressources naturelles, où tu te dis, OK, on refuse d'exploiter les ressources. C'est spécial quand même pour un parti qui veut relancer le Québec, qui veut que des projets fonctionnent, qui veut qu'économiquement, on rattrape la moyenne canadienne, l'Ontario, etc. Bien, il y a quelque chose qui ne fait pas de sens. Fait que c'est sûr que ça, en économie, ça m'a travaillé un peu.
L'interventionnisme, ben à la limite, c'est ça. Ça, je l'avais accepté. Mais est-ce qu'on peut au moins laisser ou enlever des bâtons des roues, dans le fond, des plus petits? Fait que moi, j'ai travaillé là-dessus le premier mandat, en bonne partie avec M. Fitzgibbon, mais ça a été ça mon leitmotiv là, pour alléger la réglementation, alléger les formulaires puis les formalités administratives. Puis, est-ce que ça a marché? Parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça nous amène dans un terrain de jeu où est-ce que c'est un problème de volonté d'un gouvernement ou c'est un problème de la machine qui... Tu sais, les portes sont toujours fermées. Oui. Ben, en fait, il y a tout le temps des bonnes raisons pour ne pas faire de changement. Ouais. Chaque changement rencontre des obstacles. Je suis sûr que, ayant travaillé en politique, vous le voyez, puis à la limite, il y a des bonnes raisons aussi, là, mais les fonctionnaires sont des gens qui vont expliquer que ben, dans le processus, on va rencontrer telle difficulté puis telle difficulté. Il faut en être conscient, puis il vaut mieux en être conscient avant de prendre une décision, d'accord. Et en même temps, et c'est là peut-être le rôle du politique, de porter la voix de nos concitoyens. Je suis un peu idéaliste, hein, je vous le dis, mais c'est correct. Pour moi, c'est ça le rôle de la politique. En même temps, je sais comment ça fonctionne aussi, mais on doit mettre la machine de l'État au défi de se trouver des solutions, de sortir de sa zone de confort, de faire les choses différemment, d'avoir cette audace qui fait qu'on emprunte un chemin que personne n'avait vu avant. Et on l'a fait. Moi, je pense que c'est ça aussi. Là. Il y avait eu un débat faramineux au Parti libéral avant l'élection de 2018 sur Uber. Oui. Je suis sûr que vous vous souvenez de ça. Oui. Ben, c'est une nouvelle économie. Il y a des applications qui permettent quelque chose. OK, comment on s'ajuste, etc. Au départ, le Parti libéral était très ouvert. Puis là, tout à coup, ben, il y a des lobbies. Hein? Ouais. Puis il y a aussi une réglementation. Puis il y a un ministère qui dit, ben là, toute notre structure réglementaire autour de l'industrie du taxi, avec le bureau du taxi, ben, tout ça va s'effondrer là, si on commence à penser et à sortir des sentiers battus. Puis là, en plus, il faudrait racheter des permis de taxi. Ça va coûter des centaines de millions. Et comment on fait? Ben, nous, on l'a fait. Hein? On a fait un projet de loi 17 avec vraiment, là, on change complètement les perspectives, puis avec une solution complètement innovante, puis qui pouvait permettre d'autres innovations à la limite. Alors, évidemment, c'est un exemple, mais je pense que ça montre qu'on était un peu effrontés. On avait l'audace de mettre au défi, puis je pense que ça a été ça dans la pandémie aussi pour les préposés aux bénéficiaires. Ouais. On a dit, on va en former 10 000, mais en un temps record. Personne n'avait jamais vu ça. Là. Puis là, il faut que la santé parle avec l'éducation, l'enseignement supérieur, là, qu'on organise tout ça avec l'emploi. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Mais on l'a fait pareil, ou à peu près. On n'a pas formé 10 000 tout de suite, mais pas loin. Mais alors, très bien. Alors, parce que je voudrais aussi t'emmener sur d'autres sujets qui sont connexes à ça, aux idéaux, si tu veux, d'une personne de centre droit avec une tendance libérale classique. Avant de parler de finances publiques, j'ai envie de parler de la taille de l'État. Je sais que l'une des promesses phares de la Coalition Avenir Québec, c'était de réduire de 5 000 employés la taille du gouvernement du Québec. C'est pas 5 000 de moins, c'est 10 000 de plus. Donc, on est à environ plus 15 000 de différence. Je suis aucunement en situation ou en position de juger ça. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon, mauvais, pas mauvais? Évidemment, quand il y a du gras, on pense toujours que c'est mauvais, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Parce que moi, honnêtement, j'aimerais démêler un peu cette affaire-là. J'avoue que moi, personnellement, la taille de l'État, c'est pas quelque chose qui m'obsède ou qui me fascine. Je suis pas là. Moi, ce que je veux voir, c'est est-ce qu'on fait ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on le fait bien? Puis si on fait autre chose que ce que l'État doit faire, ben qu'est-ce que ça comporte là, comme conséquence? Est-ce que c'est parce qu'on a déjà bien couvert les missions fondamentales les plus essentielles de l'État? Ou est-ce que c'est parce qu'on se rajoute de la job pour toutes sortes de bonnes et mauvaises raisons, alors qu'on n'est pas encore capable de livrer certains services essentiels? Moi, je pense que c'est un petit peu la réflexion que j'ai par rapport à la taille de l'État. C'est pas tant la taille, c'est plus la fonction. Maintenant, si on me dit
ça prend beaucoup plus de gens, puis on va embaucher plein de gens, puis on va mettre des gros budgets, puis on va augmenter ça, les budgets, vous allez voir, là, ça va fonctionner. Là. Ben ça, je trouve qu'on a fait une superbe démonstration pendant 6 ans que ça ne fonctionnait pas. OK. Parce que, puis c'est justement, tu sais, à la limite, on se rapporte au livre de M. Legault en 2015, où il parle de tous les gouvernements qui ont dirigé le Québec ces dernières décennies, n'ont jamais eu le courage de s'attaquer à la bureaucratie. Hein? Il faut que les services soient efficaces. Fait que l'efficacité des services publics puis l'efficacité de l'État, c'était présent dans le discours dès le départ, en fait, même avant que ce soit un parti politique. L'efficacité des services, c'était aussi de dire on va se concentrer sur l'essentiel, mais on va le faire bien, puis avec, disons, efficience, là, le moins de ressources pour le meilleur service possible. Bien, ça aurait été formidable si on l'avait fait. Mais on est comme tombé dans le même travers, on ne s'y est pas attaqué. Est-ce que, et là je parle en général, je ne parle pas nécessairement de la CAQ, on peut parler d'autres partis politiques, au provincial, au fédéral. Est-ce que arriver au pouvoir, c'est forcément perdre un peu de son idéal? Possiblement, parce que probablement que dans n'importe quel salon comme celui-ci, on refait le monde, puis on se dit, ben tiens, on va proposer aux Québécois une plateforme électorale extraordinaire, plein de bonnes idées. Puis, en moyenne, je pense qu'il y a beaucoup d'arguments qui ont beaucoup de valeur, mais qui restent dans les officines du gouvernement puis de la fonction publique et dont on n'entend pas parler. Alors, pourquoi on ne fait pas telle chose, telle réforme? Il y a des bonnes raisons, on ne les connaît pas. Bien, il faudrait peut-être les connaître. Alors, à la limite, de changer d'idée une fois qu'on arrive au gouvernement parce qu'il y a des vraies bonnes raisons, bien, c'est correct. Moi, je pense que ce test de réalité-là, il existe pour une bonne cause. Là, on ne peut pas s'aventurer n'importe où, n'importe comment. D'accord, mais maintenant qu'on a dit ça, est-ce que nos intentions, est-ce que l'objectif qui est visé, il est le bon? Et si oui, pourquoi notre moyen n'est pas bon? On peut l'expliquer, mais on peut peut-être aussi dire, ben, est-ce qu'on a pensé un petit peu différemment de ce qu'on fait d'habitude? Moi, c'est un petit peu cette espèce d'esprit aventureux qu'on a avant d'arriver au gouvernement, puis qu'on doit conserver, cette flamme-là, l'audace de faire des choix complètement distincts. Puis c'est sûr que c'est difficile. Que c'est difficile de confronter un appareil d'État qui comprend les raisons de l'État actuel. Ça n'en fait pas des mauvaises personnes. Ils sont, en fait, au contraire, très compétents, très experts de leur domaine, puis en même temps, ils se retrouvent de facto à défendre le statu quo. George, je vais te laisser aller sur le 12 septembre, mais avant ça, j'ai quand même une question importante parce que je pense que je voulais juste contextualiser un petit peu tout ça et aussi permettre de t'entendre là-dessus parce que je trouve ça bien intéressant. Finances publiques. Oui. Finances publiques, évidemment, c'est un incontournable. Des visions peuvent changer drastiquement entre un parti et un autre. C'est sûr qu'on a toujours parlé de la Coalition Avenir Québec comme le parti des comptables, donc des gens qui savent compter puis qui savent s'assurer que ça balance, etc. Les libéraux du Québec aiment rappeler qu'ils avaient laissé un gros surplus, mais qu'aujourd'hui, il y a un gros déficit. Je crois que dans l'inconscient des gens, tout le monde réalise aussi qu'il y a eu quand même une pandémie au milieu de ça, qui veut pas quand même coûter beaucoup d'argent. Donc, c'est certain. Mais en même temps, il y a des gens aussi qui te disent mais la pandémie ne peut pas non plus justifier à ce point-là qu'on soit dans le rouge, au point de faire le plus gros déficit de toute l'histoire du Québec. Et d'ailleurs, ma question, elle est la suivante. Est-ce que toi, lorsque tu as embarqué avec la CAQ en 2011, puis que tu t'es fait élire avec la CAQ en 2018, tu pensais que tu appartiendrais à un gouvernement qui ferait le plus gros déficit de l'histoire du Québec? Évidemment pas. Puis bon, c'est quand on regarde, tout le monde sait que les prix ont augmenté, donc avec l'inflation, on peut le ramener en proportion puis dire « Ah ben non, il y a des... » OK, d'accord, mais on ne peut pas minimiser 11 milliards.
même au sein, comme député de la CAQ, là, quand on m'a demandé de faire un discours en chambre puis d'expliquer pourquoi j'allais appuyer ce budget-là, ben déjà, en partant, il faut se raccrocher aux 2-3 brindilles là, dans lesquelles on se dit au moins il y a ça, il y a ça. Il y a quand même du bon dans le budget de mars dernier parce que, d'une part, on fait certains choix qui ne sont pas toujours évidents. Un crédit d'impôt, par exemple, pour le commerce électronique puis les jeux vidéo, puis ça, ben là, qui est remis un peu en question. Ça soulève des enjeux, puis c'est sûr qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. On fait un certain choix. On choisit aussi d'être assez ciblé sur la santé, l'éducation. C'est les 2 priorités, puis c'est pas mal tout. Il y a quand même des choix. T'sais. Il y a un choix qui, pour moi, était essentiel, parce que rappelons-nous qu'une partie de ce déficit-là provient de conventions collectives plus généreuses qu'on a signées en se disant on va gagner de la flexibilité, mais qu'on paye très cher. Donc, il faut que ce soit une très grande flexibilité, j'espère. Parce que si on ajoute tout cet argent-là, puis que malgré tout, les services publics ne rencontrent pas les besoins, ben là, on a échoué pas à peu près. Et donc, ce 11 milliards-là, moi, j'ai entendu à un moment donné le premier ministre dire c'est raisonnable quand on se compare. Non, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. On ne va pas s'habituer à 11 milliards. On ne va pas s'habituer à un déficit comme ça. C'est vertigineux, c'est astronomique. Il faut le réduire. Est-ce que c'est gérable? Oui. Ça, je suis d'accord. Mais il faut s'y attaquer, puis il faut s'y attaquer notamment avec un examen des dépenses, une révision des programmes, puis cette réflexion-là, qui est très politique, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire comme État? Je veux juste revenir sur quelque chose que tu avais dit lors de ta conférence de presse quand tu avais annoncé que tu quittais le caucus de la CAQ, où tu parlais un peu comme le député de Saint-Jérôme. Et à un moment donné, tu es rendu sur ton chemin à défendre le gouvernement devant tes citoyens qui se demandaient, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas voir ici les problèmes qu'on a, puis les services, puis les hôpitaux, puis ci, puis ça. Et je veux juste savoir, du point de vue du député qui connaît sa réalité sur le terrain, mais qui n'a pas cette rétroactivité du gouvernement, c'est quoi ce sentiment-là? Tu as une pression d'un côté, puis une pression de l'autre, puis là, tu es pogné au milieu. Puis est-ce que tu es le politicien ou tu vas retourner dans tes concitoyens pour vendre, entre guillemets, le message du gouvernement, ou tu vas pousser pour dire, regarde, moi, je suis là pour amener la voix de mes citoyens au Parlement? Et ça va dans les 2 sens. Et je pense en même temps qu'il y a, dans certaines décisions politiques, il y a tellement de facteurs à prendre en compte que quand on prend le temps de les expliquer, ça arrive que, ben là, oui, OK, on comprend c'est quoi l'idée, c'est quoi le contexte, c'est quoi les contraintes. Moi, je pense qu'il y a des choix qui parfois peuvent sembler bizarres, mais quand on les explique, puis les gens sont curieux de savoir mais pourquoi le gouvernement a pris telle décision. Et en même temps, en tout cas, à tout le moins à Saint-Jérôme, ils sont très transparents et ils disent ce qu'ils pensent assez vite. Quand on leur pose quelques questions, et c'est quelque part révélateur. Moi, je pense que c'est ça aussi l'espèce de poids qu'on porte comme député. On doit écouter. Puis on doit écouter au-delà des mots de sciences politiques ou de sciences économiques. Qu'est-ce que les gens veulent dire? Puis c'est un petit peu ça qui est comme le rôle là, de courroie de transmission pour rapporter ce que les gens nous disent. Puis beaucoup de gens me disaient OK, mais là, tu nous dis que vous avez mis tant de millions là, pour tel truc. On voit, puis effectivement, vous embauchez des gens dans les écoles, puis oui, on voit, il y a plus de spécialistes, puis... Mais comment ça se fait que j'attends encore pour avoir du service? Pourquoi mon enfant n'a pas accès à l'orthopédagogue quand il en a besoin puis qu'il est jeune? Pourquoi je n'ai pas de place en service de garde? Si vous en avez mis tant d'argent, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Hein? C'est simple comme question, en fait. Puis la réponse, elle est moins simple. C'est que dans tous les cas, le gouvernement essaie de faire toutes sortes de choses mal. Il ne se concentre pas sur ses missions. Puis à la fin, les services publics ne livrent pas selon les attentes. Et donc, on peut parler de toutes sortes de crises. Puis là, à la limite, je n'ai pas de félicitations à faire non plus aux partis d'opposition, parce qu'ils nous parlaient de 18 crises différentes.
mais c'est une crise des services publics. C'est une crise des services gérés par l'État. Pourquoi il n'y a pas de place en service de garde? Mais parce qu'on essaie de construire des CPE, puis d'embaucher des techniciennes de garde, puis en même temps de développer un programme pédagogique, puis en même temps subventionner les places. Mais peut-être que subventionner les places, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Puis laisse faire la construction en béton, là. T'es pas bon là-dedans. Non, ça. Alors, petite question au passage, je te redonne la parole, George. Donc, c'est pas aux causes de 600 000 travailleurs, immigrants temporaires, là. Moi, c'est pas mon cheval de bataille. Je comprends l'espèce de pression, mais ça va dans la colonne des plus et des moins. Ouais. Il y a des immigrants qui viennent nous aider aussi en tant qu'infirmières, en tant qu'enseignants. C'est ça. Honnêtement, c'est un peu ça mon point, parce que je veux en discuter de manière constructive et non pas idéologue. Mais alors, on va s'entendre. C'est sûr qu'un certain nombre de personnes qui se rajoutent à une société, il y a forcément une pression qui se fait sur les services publics. D'autant plus que ce que tu dis, c'est que ces services publics sont pas... Ouais, c'est ça. Ils répondaient même pas déjà. C'est ça. Ils sont pas résilients, c'est ça. Fait qu'ils craquent partout. C'est ça, la exactement. Pandémie, les immigrants... Alors c'est sûr qu'il y a une pression qui est exercée, ça c'est certain. Mais en même temps, effectivement, puis j'apprécie le fait que tu l'apportes aussi, parce que c'est aussi un point de vue que moi je défends, c'est de dire que oui, c'est sûr qu'il peut y avoir un poids, mais en même temps, il y a une contribution. Il y a une contribution. La contribution, elle est au sens fiscal du terme, c'est des gens qui consomment, c'est des gens qui s'y travaillent, évidemment, ils payent des impôts, etc. Mais c'est aussi, il y a une contribution économique indirecte, là, parce que même les mamans... Aventuriers, hein? Les immigrants, en général, on fait un grand saut dans le vide, on va dans un nouveau pays... Ben, on prend un risque. Exactement. C'est des gens qui sont assez aventuriers. Puis contrairement aussi à ce qu'on peut croire, ils vivent pas tous à la solde de l'État parce qu'ils se créent leur propre filet social. Étant donné que dans leur pays d'origine, il n'y en a pas de filet social. Exact. Donc quand ils arrivent ici, ils se disent c'est ça, exactement. Ils comptent pas là-dessus. J'en avais pas plus avant. Attention, don't get me wrong. Là. Je dis pas qu'il y en a pas que effectivement, mais en même temps. Ils font partie d'une société où il y a aussi du monde que c'est déjà comme ça. Mon chum a appris le français, puis après ça, il est arrivé ici, il a appris qu'on pouvait le subventionner pour prendre des cours de francisation. Un temps par semaine. Mon Dieu, c'est formidable. Fait que là, il m'a reproché de ne pas lui avoir dit, parce que ton niveau de français est très bon. Mais il a appelé, puis on lui a dit, non, monsieur, votre niveau de français est trop bon. Mais en fait, lui, son point, c'est de dire, OK, mais dans ces cours-là, il y a aussi toutes sortes de trucs d'intégration. La culture, à la limite, expliquée. Ah, mais juste avoir un CV qu'on présente la même... Enfin, comment dire? Oui, c'est ça, dans les normes québécoises. Exactement. Parce que c'est pas la même chose qu'en Hongrie ou au Vietnam ou ailleurs. Ou en France, où on met sa photo. Exactement, sa photo, son adresse. Son âge, des trucs qu'on ne mettrait jamais ici. Non, effectivement. Excuse-moi, je te laisse retourner au 12 septembre. Toi, hein? Non, moi, c'est plus, tu sais, c'est l'ancien... l'ancien gars là, d'arrière-scène qui aime beaucoup ce qui se passe, puis toute la mécanique de la politique. Puis j'ai suivi tout le processus. Yuri Chassin qui démissionne du caucus, puis là, la conférence de presse, puis tout ça. Puis je me posais la question, et surtout, le petit bug, là, c'est Pascal Bérubé qui nous l'a mis dans la tête quand il a dit qu'il y a plusieurs, là, il nous a dit, attendez voir, là, il y a plusieurs dans le caucus de la CAQ, là, que, moi, j'entends des affaires, puis moi, je le crois. Je le crois dans le sens que on le sait comment c'est avec les anciens. Je ne veux pas dire qu'il est le plus vieux, mais ça fait des années qu'il est dans l'Assemblée nationale. Et il y a un privilège qui vient avec ça parce que tu entends plein de choses, tu écoutes des affaires, il y a de l'information qui t'arrive. Puis quand il nous a dit que chez la CAQ, attendez voir, là, il y a des j'attends. Et en plus, il est le fun, Pascal. En plus, ça, on reste là. Donc, puis là, tout à coup, Yuri Chassin démissionne, puis je me posais la question, mais Pascal... Démissionne du caucus, juste pour... Oh, exactement. Oui, je suis encore député, d'ailleurs, pour les gens de Saint-Jérôme qui nous écoutent, le bureau est ouvert, l'équipe est encore là. Toute mon équipe m'a suivi, d'ailleurs. Parfait. Donc, c'est juste ça. Moi, je me posais la question, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le caucus qui partagent ces sentiments-là avec toi? Alors, évidemment, il y a comme plus qu'un sentiment.
Il y a des gens qui... en fait, je pense qu'il y a des gens qui ont des insatisfactions. Certains les expriment dans le caucus. Certains sont très insatisfaits, mais n'iront jamais à l'extérieur. Puis c'est un choix très particulier de quitter sa famille politique, en quelque sorte, là, qu'on a mis des années à construire. Moi, j'ai passé 13 ans à la CAQ, finalement, si on compte depuis 2011. Puis c'est des gens que j'apprécie énormément, puis que ce soit dans les cabinets, que ce soit les militants dans le parti, que ce soit évidemment mes collègues députés puis les ministres, c'est des gens avec qui j'ai des affinités. Hein? Puis on fait équipe, puis pour le meilleur ou pour le pire. Puis l'espèce de loyauté aussi de dire, mais on reste dans cette équipe-là, même quand ça ne nous plaît pas, parfois, puis qu'on n'a pas les résultats escomptés. Jusqu'à quand on s'entête, en quelque sorte, là. Ça a été la grande question pour moi des derniers mois, à la limite, parce que je pensais, je comprends qu'il y en a qui prennent le temps d'y penser aussi de leur côté, puis qui arrivent à une autre réflexion que la mienne. Puis c'est correct. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont insatisfaits? Je pense qu'il y a toujours des gens insatisfaits. Il y a des gens insatisfaits au Conseil des ministres. Hein? On va se le dire. Oui. C'est pas ça l'idée. C'est est-ce qu'on est suffisamment insatisfait pour dire, mais là, je vais le dire publiquement. Ouais. Ça, c'est autre chose. Alors, justement, je vais le dire dans mon langage à moi. Là. Donc, je ne te mets pas de mots dans la bouche. Si tu n'es d'ailleurs pas d'accord, n'hésite pas à me reprendre. Voilà. T'en as avalé des couleuvres quand même. Là. Oui. Ça en prend combien de couleuvres? Exactement. C'est ça. Hein? L'indigestion de couleuvre, elle arrive à laquelle? non, mais c'est ça. Non, mais dans le fond, pour poser la question plus directement, c'est quoi? Je pense que la question t'a déjà été posée. Je te la pose quand même. C'est quand le moment où tu t'es dit, OK, ça suffit, c'est le moment. Ouais. J'ai pris ma décision, puis je vais appeler un point de presse, puis je vais publiquement dire que je quitte le caucus de la CAQ. Cette décision-là, elle a été prise à peu près mercredi 11 septembre à 7 heures. Ah oui. À peu près. J'ai pris le temps, en fait, d'analyser, de décanter la rencontre que je venais d'avoir avec le premier ministre, dans le fond, puis je l'ai dit en point de presse aussi, mais c'est vraiment ça. Il y a un long processus. Moi-même, j'ai fait un peu l'archéologie de ma décision, là, en remontant, puis je voyais déjà mon insatisfaction dans toutes sortes d'éléments que j'envoyais, des courriels, des appels, des réflexions, des notes que je me suis prises sur la campagne électorale de 2022, où je trouve qu'on était très peu ambitieux. On savait qu'on allait gagner. Donc, on ne mettait pas nécessairement tant d'idées de l'avant. À part les mini-hôpitaux privés, la baisse d'impôts, ça, c'était quand même nouveau. Puis courageux, tu sais. Mais à part ça, là, je me retrouvais plus tant que ça. Il y avait ces deux éléments-là, ça me tenait. C'était un peu ça. T'sais. Puis, je pense que vers février, là, quelque chose comme ça, ça devait faire à peine 100 jours là, qu'on avait commencé le mandat, que déjà, j'étais très insatisfait au point d'écrire un long courriel au premier ministre pour dire « il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Mais c'est quoi cette direction qu'on prend? Là, t'sais? Puis là, on est en février 2023 après les élections. Puis, à un moment donné, je me suis dit, puis honnêtement, si ça n'avait été du caucus, puis de certaines personnes clés là, qui ont travaillé avec moi, qu'on a poussé, puis on a essayé de trouver des ouvertures, bien, sans doute que je serais parti il y a un an. Mais évidemment, on essaye, on pense, puis il y a une pression aussi qu'on se met à nous-mêmes. Hein? Est-ce que j'ai été assez bon pour expliquer les idées, pour convaincre? Moi-même, là, si je porte la voix de mes concitoyens de Saint-Jérôme, puis que je dis, bien, on la sent pas, l'urgence pour l'hôpital, là. Comment ça que ça prend tant de temps? Puis je comprends, mais je comprends pas. On essaye de le vendre, ce projet-là, puis de dire il faut que ça aille plus vite. Puis on se frappe le nez à une porte fermée, puis à un moment donné, je pense que les gens dans le caucus, c'est des députés qui m'ont vu aller au micro, puis qui m'ont vu défendre mes idées, puis qui peuvent à la limite peut-être juger mieux que moi si j'ai été un bon vendeur ou pas, mais qui m'ont vu aussi me cogner le nez dans une porte fermée, fois après fois après fois. Je me suis préparé pendant tout l'été pour une intervention au caucus de Rimouski qui préparait un peu la session. Puis on m'a
fermé la porte au nez, mais comme sévèrement. Là, de là, on sort, on est un peu dans tous ces états. Puis j'ai été rencontrer le premier ministre, puis à la suggestion de Martin Koskinen, son directeur de cabinet, puis il a été candide avec moi. C'était non. Alors, regarde, on te demandera jamais la teneur de votre discussion, qui est une discussion privée. Ce que je vais te demander plutôt, c'est, sans détail, là, c'était où le point de rupture? Dans le sens, quand tu dis, on m'a fermé le nez, la porte au nez très forte à Rimouski, puis là, je m'en vais pour avoir un peu plus de discussion avec le premier ministre, à la demande de son directeur de cabinet ou à la suggestion de son directeur de cabinet. Donc, en théorie, il y a une certaine ouverture à discuter. Ben oui, c'est ça. Donc, parce que sinon... On ne fait pas la rencontre pour rien. Non, c'est ça. Il va me proposer quelque chose. Exactement, une première semaine parlementaire en plus. Mais, alors, moi, c'est pas tant le sujet, mais j'essaie juste de comprendre. Quand tu dis, ben, c'est un autre nom dans l'orientation gouvernementale, sur la politique économique, c'est sur les... Sur quoi? Ouais, c'est ça. Ah, mais regarde, si je suis trop indiscret, tu m'arrêtes. C'est ça. Mais en fait, c'est parce que c'est vrai que... Tu sais, moi, j'ai une perspective assez large, puis à la limite, je ne sais pas de convaincre François Legault qu'il s'agit d'une crise des services publics et que... en général, la fonction publique et le secteur public avec les réseaux d'éducation de santé sont pas bons à construire de l'infrastructure, puis des immeubles, puis des hôpitaux, puis des écoles. Je le pense, mais je n'essaie pas de le convaincre là, de la crise des services publics dans son ensemble. Mais à partir de ce diagnostic-là que moi je fais, puis que je pense qu'on n'est pas... disons que pour interpréter, là, j'ai l'impression que je ne suis pas tout seul à le faire. On est quand même quelques-uns. On voit ça arriver, on se dit, OK, qu'est-ce qu'il faudrait faire à tout le moins pour sortir du modèle québécois usé à la corde, pour arrêter d'avoir toujours le même réflexe, pour laisser aussi les générations montantes prendre une place dans un Québec qui permet d'avoir sa place. Parce que sinon... Puis c'est ça que moi, j'observe, et c'est ça peut-être l'urgence aussi qui me travaille, c'est que il y a des gens qui n'ont pas les services, qui sont ici. Il y a aussi des gens très éduqués. Moi, j'ai plein d'amis là, qui sont nationalistes forts, voire même des souverainistes, qui sont ailleurs. Ils sont partis du Québec. Il y en a qui sont au Québec, mais qui ne comptent pas sur les services publics. On s'inscrit à une clinique de santé, puis on envoie ses enfants au privé, puis on se désengage du débat parce qu'on n'y croit plus. Et cette espèce de renoncement silencieux qui guette le Québec parce qu'on vote avec nos pieds puis avec notre portefeuille, il est là maintenant. Alors, il y a un sentiment d'urgence qui fait qu'on va essayer de convaincre le premier ministre qu'au moins tel moyen, on va les mettre en place quand même. C'est notre discours. C'est ce que la CAQ a défendu. Pourquoi, maintenant qu'on est au pouvoir, on ne dirait pas, par exemple, ben oui, on va favoriser l'autonomie des écoles. C'est ça qui permet des projets pédagogiques engageants, favorisant la persévérance scolaire. Pourquoi on ne le ferait pas? Ça ne coûte rien. C'est bon. Ouais. Tout le monde le pense. Pourquoi on ne l'a pas fait? Peut-être, c'est une autre question, mais pourquoi on ne le ferait pas maintenant? C'est pas prioritaire. OK. Pourquoi est-ce qu'on a des syndiqués qui ont pris la plume pour dire nos syndicats ne sont pas transparents financièrement avec nous? Nos syndicats nous imposent des heures de procédure et de code Morin pour nous faire voter à 1h40 du matin pour entériner une convention collective ou une entente de principe. S'il vous plaît, en 2024, ça n'a pas de sens. Puis ils nous lancent un SOS. Moralement, là, on est sur un bateau, on entend un SOS. Tu lâches tout, tu y vas, tu vas les sauver. C'est des syndiqués là, qui parlent, tu sais. Non, c'est pas prioritaire. Mais moi, j'ai un problème moral avec ça. Fait que là, évidemment, on se dit, est-ce qu'on peut changer le Québec si on n'est pas capable de prendre ces décisions-là qui sont, somme toute, évidentes, qui sont même dans notre programme? On n'ira pas loin. Moi, c'est un petit peu ça, avec cette urgence-là au cœur, que je me suis dit, on ne peut plus avancer. Ouais. On a pris déjà quand même beaucoup de ton temps, puis je sais que tu as un grand parcours là, jusqu'à te rendre à Saint-Jérôme. Attends, je n'ai pas terminé, moi! Non, je termine pas, mais je voulais juste... J'ai encore un peu de temps.
Je voulais juste te demander, maintenant, c'est quoi le plan? Est-ce que éventuellement, tu aimerais retourner dans ton caucus? Et si oui, c'est quoi que ça prend? Sinon, est-ce que la porte est fermée? Tu as déjà enduré beaucoup. Sinon, pour 2026, là, Oui. qu'est-ce qui arrive? C'est la grande question 2026, à laquelle je n'ai pas de réponse encore. Mais je peux dire au moins quel chemin je vais prendre pour m'y rendre. Je pense que c'est ça un peu. Parce que de revenir à la CAQ, moi, je pense que si la CAQ et le gouvernement de la CAQ reviennent à la CAQ, moi, je suis encore là. Hein. Moi, je n'ai pas bougé, dans le fond. Hein. J'ai ma carte de membre. Puis, en même temps, il faut qu'on retrouve cet élan-là. Il faut qu'on retrouve l'espèce de feu sacré là, qu'on avait pour changer les choses. Si on est... parce que ça fait 6 ans qu'on est ministre, on est confortable dans ses pantoufles, ben c'est sûr que c'est pas idéal pour avoir le feu sacré. Hein. Si on pense qu'au contraire, on peut être une équipe qui a une compétence inouïe là, autour de la table, puis que c'est ça qui nous permet de faire des grands changements, ben là, c'est intéressant, là, c'est motivant. Moi, je pense que c'est ce combat très caquiste de changer les choses qui peut même motiver tout le monde, au-delà, justement, des petites insatisfactions à gauche, à droite. Et ça, j'avais besoin d'en parler publiquement parce que ça ne bougeait pas, mais c'est sûr que je reste un peu caquiste de cœur. J'ai juste l'impression que, un peu comme moi, il y a des Québécois qui vont se retrouver dans la situation de Paul Saint-Pierre Plamondon il y a quelques années, un peu orphelin politique, parce que mon parti m'a quitté, finalement, en quelque sorte. Alors, moi, j'ai une autre question pour toi. Qu'est-ce que tu réponds à celles et ceux qui pensent que, au-delà des belles paroles, ce qui a motivé ta décision, c'est d'avoir été déçu de ne pas avoir été nommé ministre et surtout avec la fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte avec la démission de Pierre Fitzgibbon. Donc, ça aurait pu forcer un remaniement ministériel plutôt qu'un ajustement ministériel tel qu'on l'a vu. Sachant que je sais, parce que j'ai beaucoup d'amis à la CAQ, qu'un remaniement était peut-être attendu à un moment donné au mois de juin, puis à un moment donné, on disait, mais non, ça sera à la fin de l'été, puis ensuite on disait, ben, peut-être que ça va aller au mois de janvier, fait que on ne sait pas trop. Il y a des personnes qui, regarde, je les juge pas, de la même manière que je te juge pas, disent, il a quitté parce que il voyait que sa dernière opportunité d'être ministre s'est envolée. Oui, c'est ça. Puis, alors, ma dernière opportunité d'être ministre, c'était en 2022. Je vous le donne comme ça en mille. Mais pourquoi? Parce que... Et puis, moi non plus, Salim, je ne juge pas. Donc, tu sais, il y a parfois des ministres qui sont des ministres de rupture, qui vont faire des grands changements, qui vont, à la limite, là, sauter 3-4 marches, puis on va aller ailleurs. T'sais. Puis il y a des ministres qui sont plutôt, puis là, c'est la politique aussi, qui sont plutôt d'excellents porte-parole pour faire comprendre la réalité, parce que c'est important de communiquer quand on est au gouvernement, des fois aussi pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'enjeux, de problèmes, d'insatisfaction auprès de certains partenaires. C'est important aussi, mais ils ne sont pas nécessairement là pour faire d'immenses réformes. Bon. Moi, je pense qu'on me percevait comme une personnalité peut-être plus clivante, c'est vrai, puis qui a des opinions un peu sur tout. Et donc, de m'asseoir autour du Conseil des ministres, moi, je me mets dans les chaussures du premier ministre. Il y a plein de gens dans la société civile qui vont être contre. Il y a, dans le fond, peut-être peu de groupes organisés qui vont être pour un Yuri Chassin dans X ministère. Fait que déjà, j'ai un coup, là. Hein? Puis en plus, vu qu'il est très tranché, vu qu'il a parlé publiquement pendant des années, ça aussi, c'est comme un mot passif en quelque sorte, ben on sait ce qu'il pense, on sait quand il n'est pas d'accord. Je peux même pas avoir l'air de mentir. T'sais. Je peux dire que je me rallie, je peux dire que je fais partie d'une équipe, mais je peux pas mentir sur mes opinions, je les ai toutes écrites, en quelque sorte. Ben, c'est pas évident. Alors, pourquoi on me nomme? Ben, on me nomme si on pense que je vais vraiment avoir un impact, parce qu'on me met une hache dans les mains et on me dit « Cours, mon homme, vas-y ». Bien, alors, c'est ça. Si on me donne une mission de réforme, de changement, ben je suis la personne indiquée. Si, je ne sais pas moi, si Éric Duhem avait fait 10-12 députés, peut-être qu'on serait dit « On se fait dépasser par notre droite. Yuri Chassin
va être le narratif parfait. Moi, je pense que c'est un petit peu ça aussi en politique. On réagit au contexte. Ben, en 2022, en début de mandat, là, c'est une opportunité. Alors, mais pas en 2024. On est déjà à mi-mandat. Là. Tu nommes, tu mentionnes Éric Duhem. S'il avait fait 10-12 députés, ça aurait peut-être changé le narratif de la CAQ. Et oui, dans ce cas-là, tu aurais été la belle opportunité de faire montrer le côté droit. Ah, absolument, absolument. Là, il a fait 0. Serais-tu son premier député? Ben non, c'est ça. Puis, je sais, tu as déjà répondu à ça. C'est ça, puis c'est une question qui se pose, qui est très légitime, parce qu'en plus, on se connaît. Évidemment, sans être très proche, là, on est quand même, on s'entend bien, puis on a des atomes crochus, mais je voulais lui expliquer pourquoi, puis à la limite, ça, c'est... Quand on est dedans, on réalise à quel point les électeurs sont toujours présents dans notre esprit. Ben, moi, mes électeurs, ils n'ont pas particulièrement voté PCQ. Ils ont voté CAQ à 50,02 %. Parce que, évidemment, Yuri Chassin, c'est un peu accessoire. On ne vote pas toujours pour le candidat. Quelques-uns. Ouais, il y a quelques pourcentages qui viennent de toi, là, quand même. Mais somme toute, on vote pour le parti, pour le chef, pour les idées. Puis, à la fin, je respecte ça. C'est pour ça qu'indépendant, ce qui est, comment dire, risqué, en quelque sorte, c'est que personne ne se présente comme indépendant en pensant se faire élire. Oui. On se comprend que mes chances sont très faibles là-dessus, mais je ne peux pas rallier un autre parti, là, maintenant, en plein milieu d'un mandat, si je respecte mes électeurs puis les institutions démocratiques qu'on a. Je respecte tout à fait, d'ailleurs, la manière dont tu présentes ça. Alors, j'ai appelé Duhem le matin même du 12 là, pour lui expliquer de vive voix. Fais-toi pas d'idées. Fais-toi pas. Mais alors, on l'a reçu. Il était assis à la même chaise que toi. On a passé un bon moment avec lui à discuter de bien des affaires. J'ai pas de clip, mais je vais te dire ce qu'il a dit à un moment donné. Puis là, tu vas voir, on essaie de faire un peu d'humour et de se provoquer, mais de manière humoristique. À un moment donné, lui, il a tellement frappé sur la CAQ, notamment sur la question, oui, sur des services publics, mais aussi sur, bien sûr, les finances publiques. Puis là, on était avant le dernier budget. Je peux qu'imaginer ce que ça aurait été si ça avait été après l'annonce du 11 milliards de déficit. Puis à un moment donné, il a dit, c'est pas nous, ex-libéraux, qui l'avons dit. Il a dit... Là, Carlos Letao, là, finalement, là, il a fait une bien meilleure job qu'Éric Girard. Là, bon, je veux pas te mettre dans l'embarras, mais qu'est-ce que tu penses de cette, François déclaration? Legault a dit, il n'y a pas très longtemps, je m'ennuie de Carlos Letao. Oui, il a dit ça. Fait que, évidemment, c'est de Raymond Bachand. Il s'ennuyait de Raymond Bachand parce de Raymond Bachand. Il répondait au Parti libéral avec les paroles de Raymond Bachand. Okay. Puis dans le fond, est-ce que je peux dire que je m'ennuie de Carlos Letao? Ben oui, effectivement, évidemment. Je pense qu'Éric Girard est un peu dans une espèce de dilemme épouvantable. Je veux dire, on lui arrive quelques semaines avant le budget avec des ententes où on a busté le cadre financier complètement. On est un peu les mains attachées comme ministre des Finances. Là. C'est pas évident. Il a fait ce qu'il pouvait, j'imagine, avec ce qu'il avait. C'est ça. Donc, non, je peux... En s'engageant aussi à faire plus... C'est là où j'ai besoin aussi de sentir qu'il y a une vraie volonté. Ça, je ne l'ai pas senti encore. Puis lui, qu'on connaît avoir une tendance conservatrice, particulièrement sur la question des finances. Fiscalement. Exactement, sur cette question. J'imagine que ça ne l'enchantait pas non plus d'inscrire 11 milliards à l'encre rouge. Exactement. Donc ça, c'est certain. Donc moi, je respecte M. Girard. Là. C'était pas... Mais c'est vrai que c'est un petit peu catastrophique. Les finances publiques, quand on regarde ça un peu de loin, même de proche, on comprend peut-être les raisons, mais avec la pandémie, on explique beaucoup de choses, d'accord? À la fin, j'avais calculé, puis je l'ai dit en caucus il y a longtemps, mais vu que c'est moi qui l'ai dit, je vais le répéter. Avant les élections de 2022, j'ai dit, oui, la pandémie, mais à la fin, les dépenses publiques du gouvernement du Québec ont augmenté davantage dans notre mandat de 4 ans que ce que prévoyait le cadre financier de Québec solidaire aux élections de 2018. On a dépensé plus que QS. C'est quand même incroyable. Je veux dire, à un moment donné, on a été jusqu'au bout de la logique là, de dépenser plus pour essayer de régler le problème. C'est sûr que oui, la pandémie, mais la pandémie nous donnait aussi une flexibilité, des moyens d'organiser les choses différemment. On en a peut-être tiré certaines leçons parce que je pense que dans les établissements de santé, à tout le moins, on a compris où ça bloquait parfois.
Mais c'est sûr que c'est pas nécessairement l'excuse parfaite pour dire qu'on a tellement dépensé puis qu'on n'est pas capable de revenir à l'équilibre. Ouais. J'ai une dernière intervention avant que peut-être que George veuille conclure par la suite. Moi, je m'appelle Pierre Poilièvre. Disons. Disons. OK? J'ai pas le même accent, j'ai pas le même sourire, etc. Là, mais admettons, je m'appelle Pierre Poilièvre. Honnêtement, j'ai des sondages plutôt... Pas mal bon. Pas mal bon. Puis depuis longtemps, hein, on peut appeler ça des tendances même. T'sais. Au Québec, je tire un petit peu en arrière, mais pas beaucoup. C'est-à-dire, j'ai une marche. Là, j'ai une marche. Je me cherche des candidats. Est-ce que je demande à ce qu'on fasse un petit détour par Saint-Jérôme ou pas en tout? Non, et alors évidemment, tu sais, j'ai des connaissances et même des amis là, au Parti conservateur du Canada, puis ça m'intéresse moins le fédéral. Puis là, c'est sûr que je dis ça, je veux pas fermer la porte à jamais, mais à tout le moins, là, maintenant, je peux pas à la fois dire on est face à une crise, il faut absolument y répondre, il y a urgence en la demeure, puis à la fois dire tiens, je m'en vais au fédéral. Non, mais non, s'il y a une crise là maintenant au Québec, ben c'est maintenant que je veux servir. Si je n'y arrive pas, puis que finalement, c'est un grand coup d'épée dans l'eau, tant pis. T'sais, là, peut-être que je me sentirai libéré, mais à tout le moins, je pense que j'ai ce devoir moral d'essayer. Puis, il faut réfléchir, il faut réussir à convaincre rapidement. Puis, je pense qu'il y a quand même une bonne base, là, mais dans la population au Québec, peut-être ses valeurs conservatrices aussi, mais à tout le moins, de dire on est capable de prendre soin de nous-mêmes, on est capable de prendre soin de notre communauté, de nos proches. Est-ce que l'État doit tout faire tout le temps? Non. Et cet appétit pour du changement, il existe au Québec. Je pense qu'il faut le mettre en valeur, puis il faut convaincre le gouvernement. Puis moi, j'aurais tendance à dire ce gouvernement-ci, là, qui n'a pas beaucoup de temps, qui a 2 ans, mais qui a encore 2 ans, de faire les changements nécessaires puis de sortir de ce vieux modèle usé. C'est très intéressant. Puis, comme on dit toujours, on peut aller pendant des heures. Il faut mettre un point. Un grand merci d'avoir pris le temps de venir, de discuter. Et je suis sûr et certain que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent vont beaucoup apprécier. Et il faut dire quand même que c'est une décision qu'on doit respecter. Tu sais, quand tu n'es pas à l'aise, tu peux pas dire à l'autre, mais pourquoi tu as fait ça? C'est toi-même. Puis moi, je respecte les gens qui prennent ces décisions-là. Il faut le dire, c'est des décisions qui sont très difficiles. Donc, merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup, Yuri. Et j'espère qu'on va pouvoir le refaire. Bien, assurément, en tout cas, c'est formidable comme conversation. Puis, si les geeks de politique qui nous écoutent ont trouvé ça engageant, j'espère. Alors, allez vous inscrire sur YouTube, au canal. Je viens de faire ça, puis je découvre moi-même politiquement parlant. Mais c'est fantastique de parler avec vous. C'est bien gentil. Merci beaucoup, Yuri. Merci encore et on se voit à prochain épisode, tout le monde. Allez vous inscrire, abonnez-vous, suivez-nous, faites toutes ces belles choses-là. On vous voit bientôt. Merci. Ciao. Merci. Bye.